Bonjour et bienvenue à tous dans À table avec Annabelle. Alors c'est toujours une joie pour moi et pour mes amis autour de moi de recevoir les Dufour et ils sont là. Bon, aujourd'hui on n'a que Rachel, Eric va venir plus tard dans la semaine, mais aujourd'hui on a Rachel et c'est toujours une très grande joie de te recevoir. Je suis ravie d'être avec vous, et que tu sois avec nous. Stéphanie est toujours un petit peu stressée, mais bon, parce que c'est un sujet que je suis tellement super à l'aise. Très à l'aise. Je connais depuis tellement longtemps. Oui, je le sais. c'est pas toi qui l'as mal à l'aise, c'est clairement le sujet. Et merci Rachel d'être avec nous, de revenir à chaque fois. Et les émissions sont toujours appréciées et j'en entends souvent parler. Ah, merci pour les émissions avec Eric, avec Rachel. C'est des sujets qui nous intéressent. Et on a fait, quand on a su que vous veniez, on s'est dit, tiens, on va demander aux femmes, est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que Sandra, elle avait beaucoup à poser. Mais exactement, mais elle les a déjà toutes répondues. C'est à vous qu'on a demandé si vous aviez des questions. Et vous nous avez envoyé quelques questions sur, d'ailleurs, le compte À table avec Annabelle, le compte Instagram. Et vous pouvez aller suivre. Et puis, on vous encourage, ce qu'on se dit, Sandra, pour la chaîne YouTube, puisque tu fais tellement mieux. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, partager, liker, mettre des commentaires, envoyer ça à vos amis. Et non seulement ça va les bénir, mais en même temps, c'est bon pour l'algorithme, pour que plus de monde encore puisse être rejoint par ces émissions. Je sais pas pourquoi tu le fais tellement bien. Je sais pas pourquoi tu me l'as pas demandé. T'inquiète, j'ai plein de choses à te demander dans l'émission, Stéphanie. J'aurais préféré que tu me parles de YouTube, mais je t'aussi. Et donc, on a demandé aux femmes de nous poser quelques questions. Et puis, je rappelle, Rachel, tu es pasteur, thérapeute et sexologue. Et du coup, on a demandé aux femmes, c'est quoi les questions que vous avez? Peut-être les questions que vous ne savez pas à qui poser ou il n'y a personne qui vous a encore répondu jusque-là, parce que c'est une bonne chose de se poser des questions, mais c'est aussi bien d'avoir des bonnes réponses tant qu'à faire. Imagine, on ne m'a pas demandé d'expliquer des versets bibliques. Non, écoute, j'avoue que ça a pris... On n'a pas donné trop d'indications en tant que femme. C'est quoi vos questions? Écoute, il y a eu quand même une certaine tangente dans les questions. Et écoute, on va commencer. Rachel, allez, on commence avec la première. C'est comment une jeune fille vierge peut-elle s'apprêter à la sexualité sans avoir peur? Ça, c'est une bonne question. Vivre. Ça, en passant, c'est vrai que... Conseil, il faut acheter le livre de Rachel sur ce sujet-là parce qu'elle peut y répondre tout en détail. C'est un bijou. Merci. Oui, c'est vrai, j'ai fait un chapitre sur cette thématique-là parce qu'en fait, bien qu'on ait l'impression que le sexe est partout en vitrine, tout le monde sait tout, mais non, il y a une grande misère en fait et beaucoup de questions, comme tu dis Annabelle. Donc, on regarde, on prend le temps de se renseigner de la bonne des façons. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit Hourra pour le VGG. Vraiment. Donc, et on replace la sexualité comme Dieu l'a créée. C'est d'abord spirituel, puis émotionnel, puis physique. Donc, on le repositionne au bon endroit. On prend le temps de guérir si on a besoin, parce que dans l'histoire des jeunes femmes qui arrivent au mariage, des fois, il y a eu des blessures, il y a eu des abus, il y a eu du puritanisme qui s'est installé fortement. Donc, on prend le temps de faire un travail sur soi-même. Et si, peut-être que je vais choquer quelques-unes, allez-y, mettez des commentaires en dessous, mais on prend le temps de découvrir son corps aussi. Moi, je rencontre encore des femmes aujourd'hui qui sont jamais allées regarder comment leur sexe a été fabriqué, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe là en bas. Prenez un miroir, mesdames, allez regarder, découvrez comment Dieu vous a créé, découvrez ce que vous ressentez, etc., pour pouvoir ensuite arriver au mariage en sachant un petit peu de quoi on parle. Et puis, si on va au mariage, c'est qu'il y a un chéri. Et il faut discuter de sexualité avec le chéri aussi. Bien entendu, voir de quel monde on vient des deux côtés pour pouvoir créer. Parce qu'il y en a toujours un qui a l'impression de connaître plus que l'autre ou qui a des expériences que l'autre n'a pas. Il va falloir construire la sienne et écrire son histoire ensemble, la sienne du couple. Écrire son histoire ensemble, parler des attentes, et puis enlever le stress de la première nuit. C'est pas là une performance. Il ne faut pas, 2 heures après qu'on soit dans la chambre... avoir consommé, là. Des fois, il faut relaxer. Si on a choisi de faire la fête longtemps, la journée du mariage, vous avez toute la vie pour faire l'amour, découvrir. Donc, prenez le temps, prenez une douche, prenez le temps de prier ensemble, d'amener Dieu dans votre sexualité et puis de prendre le temps de découvrir. Et ensuite, on ne découvre pas la sexualité en une fois, on va apprendre ensemble.
Ça peut prendre 1 an, 2 ans, de bien se connaître, bien savoir ce qu'on aime. Et une fois qu'on aura compris, ça va changer. Parce que c'est tout un voyage tout au long de la vie, en fait. Donc... Et quand on dit se préparer au mariage, est-ce que tu crois, par exemple, pour 2 personnes, un homme et une femme, j'ai aimé quand tu as dit il faut qu'ils racontent un peu leur passé, ce qu'ils ont vécu. Tu crois qu'il faut tout dire? Alors, il ne faut pas tout raconter. Moi, je dis tout le temps, la couleur de la petite culotte, on n'est pas obligé de savoir de l'autre. Oui. Mais quand même, il faut qu'on sache un petit peu d'où on vient. Je veux dire, si tu as eu 50 aventures, et puis d'un côté, il y a eu 50 personnes avec qui tu as partagé ton ADN, et puis de l'autre côté, il y a eu des abus ou rien du tout, il faut quand même qu'on sache d'où on vient. Et puis ensuite, demander au Seigneur de refaire table blanche. On efface l'ardoise, on reprend un nouveau cahier, on réécrit, mais il faut qu'on sache. Par contre, je ne conseille pas du tout d'aller poser des questions sur le détail de... Alors, avec qui, avec qui tu as eu plus de plaisir. Non, la couleur de la petite culotte, on n'a pas besoin de savoir, parce que ça va mettre des images dans la tête. Ça ne va pas aider. Mais on a un petit peu une idée de d'où on vient, bien sûr, parce qu'en fait, si la personne avec qui je suis en fréquentation a eu 50 personnes dans son lit, ça va peut-être être un problème pour moi et je vais peut-être choisir de... Non, ça va être trop pour moi à gérer, tu vois. Et peut-être un mot sur la pornographie. Oui. Il y a des personnes qui se disent moi, je vais utiliser la pornographie comme un cours pour découvrir la sexualité, savoir comment ça se passe pour pas être perdu, parce que personne ne m'a jamais raconté exactement comment ça se passe. Donc, la pornographie a l'air d'être une école toute faite. Pourquoi est-ce que c'est une mauvaise idée? Alors, c'est une mauvaise idée, je confirme avec toi. Très mauvaise idée, parce que la pornographie, déjà, c'est une moquerie et de la sexualité que Dieu a créée. Donc, c'est une singerie, j'utilise le mot exprès, ça diminue la beauté de ce que Dieu a créé. Et puis, quand on regarde de la pornographie, en fait, on attache notre esprit à ce qui se passe sur les écrans, avec ce que ces gens vivent sur les écrans, et donc tu ne sais pas ce qu'ils ont, quel démon ils gèrent, etc. Donc on ouvre une porte au niveau de notre esprit et de notre âme qui est dangereuse. Et puis ensuite, non, la pornographie est un très mauvais éducateur, parce qu'en fait, ça prend tout à l'envers. C'est souvent de la pornographie, d'ailleurs, qui a été faite par des hommes. Donc quand les femmes, puisqu'on est à table avec Annabelle pour les femmes, eh bien, elles regardent ça, leur sexualité évolue, même au niveau biochimique. Et on se retrouve avec des femmes qui sont stimulées par les yeux, alors que Dieu a prévu qu'on soit stimulé par nos émotions. Donc, ça renverse ce que Dieu a prévu. C'est une très mauvaise idée. Et moi, j'ai travaillé avec des personnes, avec Eric, on a travaillé avec des personnes qui étaient accro à la pornographie pour ces raisons-là, en disant « Ah, mais on a besoin de mettre du piment dans notre couple, de comprendre. » Et en fait, leur sexualité est abîmée, inversée, et ils manquent les plus belles pièces de la sexualité. Qui ne sont pas du tout la connexion émotionnelle, la connexion spirituelle, le consentement mutuel. La femme, elle dit non. En pornographie, en fait, elle dit oui. Non, c'est tout à l'envers. Très mauvais plan. Il vaut mieux discuter avec son chéri, lire des bons ouvrages qui vont mettre les mots sur les questions, répondre aux questions, regarder à table avec Annabelle, et puis demander au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut aussi demander par exemple à des amis femmes avec femmes? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est trop de l'ordre de l'intimité? Est-ce qu'on peut quand même se renseigner? Alors, on peut se renseigner. Moi, je discute avec mes belles-filles quand elles... Donc, je marie le 5e, là, bientôt. Félicitations. Merci. Et combien de petits-enfants? 4 petits-fils. 4 petits-fils. Et donc, les 4 belles-filles qui sont déjà mariées, j'ai eu le privilège d'avoir ces conversations avec elles avant. Et donc, elles m'ont posé toutes les questions. Alors, comment ça se... Enfin, voilà, les questions, je ne vais pas prendre leurs questions et vous les donner, mais on peut trouver quelqu'un ou un petit groupe de femmes qui vont faciliter la conversation, poser ces questions. Est-ce que je vais avoir mal? S'il y a du sang, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec le sperme après? Il y a toutes ces questions qui sont valides et légitimes. La précaution, c'est attention à ce qu'elles ne racontent pas, ces femmes-là, leur sexualité. Ça. Que l'eau de ta fontaine ne se répande pas sur la voie publique, ça veut dire qu'on peut parler de sexualité, comme on le fait là, mais aucune de nous, rassurez-vous, ne va partager notre vie intime, en fait. Parce que notre vie intime, elle appartient à notre conjoint, à nous. Donc, si on trouve un groupe d'amis ou quelques grandes sœurs qui peuvent nous parler de sexualité sans nous raconter leur vie, impeccable. Et je reviens à ma question. On dit ça va demander, mais parce que des fois, il y a des filles, ils s'engagent dans le mariage, puis ils n'ont pas posé de questions, puis il faut plein de... Mais par exemple, pour la pornographie, est-ce que ça se demande? Mais bien sûr, ça se demande. Tu as déjà eu des défis avec ça? Ça se demande parce que
Des fois, avant le mariage, on se dit « Ah, mais j'ai un problème de pornographie, de masturbation. » J'en parle pas parce que ça va se régler. Ça va se régler dans le mariage, exact. Pas du tout. C'est une addiction. Et c'est indépendant du conjoint. Donc, l'addiction, on la ramène dans le couple. Et ça fait des crises, et des douleurs. Donc, on sait ce à quoi on s'engage. Quand on va se marier, normalement, on va partager notre compte en banque. Je crois qu'on en parle cette semaine. Hein. Ouais. Notre compte en banque, notre lit, tous les fluides. Il faut que je sache ce à quoi les défis dans ta vie, et pour qu'on décide ensemble de se battre contre ces défis-là. Sinon, on devient ennemis l'un de l'autre à l'intérieur du couple. Donc oui, ce sont des questions qu'il faut poser et ce sont des choses qu'il faut accepter de partager. Ne cache pas à ton futur conjoint. Sinon, tu démarres avec un mensonge. Oui, c'est ça. C'est exact. C'est une mine et le diable, il va se servir de cette mine pour faire exploser ton couple. Bon, deuxième question. Comment gérer les pulsions sexuelles en période d'ovulation quand on est célibataire? Éventuellement, en général, même aussi, si jamais tu as un mari qui ne répond pas peut-être à tes pulsions à ce moment-là. Bon, alors ça, c'est... Donc, on va faire le couple après. Célibataire, les pulsions sexuelles, on ne les éteint pas, on ne les écrase pas, mesdames, on les canalise. On les canalise avec la louange, tout ce qui va mettre en action l'âme et le corps. La louange et la danse vont permettre de canaliser cette énergie sexuelle. C'est comme ça que Dieu nous a construites. Chez les gars, c'est plus de l'activité physique au niveau des pectoraux. Mais chez les femmes, la danse et la louange combinées. Donc, vous mettez une bonne louange de Sandra. Oui, Dieu. Tu peux danser, hein. Et tu peux danser, exactement. Et tu loues Dieu et ça va... Mais une bonne prédication, ça marche pas? Ça fait... Ça n'a pas le même effet. T'as moins envie de... Avant ça, vous écoutez une bonne prédication. Et puis après, une bonne louange, mais tu danses sur de la louange. Il y a des vidéos de Stéphanie où elle danse aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Devant. Et en fait, ça va dégager dans ton corps un cocktail hormonal. Ça y est, on a perdu son nom. On n'a même pas dit orgasme encore. Pratique-toi, dis-le. Donc, chez les célibataires, ça va dégager un cocktail hormonal qui va amener un apaisement dont on a besoin. Donc, surtout, on apprend à reconnaître son cycle. Eh bien oui, quand on sait, ah bah oui, je suis au milieu du cycle. C'est ça que j'ai. Au lieu d'essayer d'écraser, parce que sinon, c'est comme si tu mets tes mains sur un ballon que tu essaies de garder sous l'eau. Plus tu appuies fort, plus haut il va monter. Hein. Un jour, ça va t'exploser à la figure. Donc, tu canalises. Et de ne pas dire regarde-moi Satan, etc. C'est des attaques, c'est des oppressions. C'est pas des attaques, c'est comme ça que tu as construit ton corps. Et il me dit une question, si tu, au lieu de canaliser, tu bloques, tu suppresses, est-ce que ça peut, quand tu vas être marié, faire des blocages? Bien sûr, parce que tu dis t'as pris l'habitude. Off. Et après, tu te dis, je vais me marier, ça va faire on. Ah bah non, t'es off. Et c'est très difficile de remettre on, surtout si tu as fait off en pensant que tu faisais plaisir à Dieu. En fait, de ne pas accepter de regarder que notre cycle fonctionne et qu'effectivement, à un moment donné, les hormones vont s'agiter. Le petit ovule, il arrive et dit, s'il y a un petit spermatozoïde dans le coin, on pourrait faire un bébé. Ça déclenche une pulsion d'ordre sexuel. Ne pas reconnaître que c'est Dieu qui nous a donné ce cycle, ça veut dire que ton cycle fonctionne. C'est un cadeau. Loue Dieu pour ton corps qui fonctionne. Canalise, loue Dieu pour la sexualité, qui est une représentation de Christ avec l'Église. Encore une fois, si on ramène le côté spirituel, on n'est pas en train de l'éteindre. Parce que sinon, on le fait pour Dieu, soi-disant, hein, avec des bonnes intentions, je sais, mais comme on le fait pour Dieu, après on est verrouillé, et dans le mariage, ça ne se rallume pas facilement, ça va être très difficile. C'est plus difficile pour moi d'aider une femme qui a fait off, à cause du puritanisme qu'elle l'a fait pour Dieu avant le mariage, que de ramener une femme qui était dans la pornographie, la prostitution, de les ramener au plan de Dieu. C'est plus dur, quelqu'un qui a fait off que quelqu'un qui était de... Vas-y. Non, j'allais dire, c'est tellement important de savoir ça parce que je pense qu'on ne parle pas suffisamment, ne serait-ce que du cycle, et de savoir que c'est normal que dans ton cycle, à un moment donné, il y ait ça, parce qu'au contraire, c'est ça qui t'incite à aller, peut-être pour ton corps, d'avoir un enfant. Mais donc, du coup, on peut croire que je suis peut-être prise, je suis peut-être obsédée, j'ai peut-être des problèmes, j'ai peut-être un démon en moi qui fait que je suis... voilà, c'est ça. Alors qu'en fait... Tu canalises, c'est quelque chose de normal. La vague est passée, en fait, parce que, de toute façon, c'est 90 secondes, une vague d'émotions. Donc... allez, 90 secondes, c'est bon. C'est une chanson. Une bonne chanson. Plus tu verrouilles, plus ça
ça te prend la tête. Tu canalises, hop, tu te sens mieux, tu as loué Dieu. Bénéfice à tous les niveaux, physique, émotionnel, spirituel. Puis aussi, quand on est célibataire, il faut s'entourer d'un groupe d'amis pour avoir, en effet, Dieu nous a créés pour être en relation. Il faut pouvoir de dire, je te fais un petit hug quand tu as besoin, de façon respectueuse, appropriée. On a le droit de toucher le coude de quelqu'un sans risquer d'être... ça va, déplacé. C'est main là, Stéphanie. Oui. Et tu vois, je demande la permission. Ouais. Mais des fois, on a besoin que quelqu'un nous fasse un hug. Je peux aller voir Stéphanie et dire, tu me prends dans tes bras, j'ai besoin d'un hug. De façon respectueuse, il faut savoir reconnaître ses besoins. Ils sont normaux. Manger du chocolat. Oui, ça aide aussi, mais il ne faut pas exagérer. Il faut pas que ce soit un réflexe de ovulation, pulsion, chocolat. Chocolat noir, en quantité raisonnable, mine de rien, il y a du magnésium dedans. Il y a des choses bonnes pour le corps. Le chocolat. Non, ça nous amène à une autre question, Rachel. J'aimerais savoir pourquoi il n'y a plus de sexualité dans mon couple. Alors, tu as donné une partie de la réponse aussi, peut-être de cette off pendant tout ce temps-là. Bon, il y a aussi, si on est allé trop vite avant le mariage, et qu'on a dépassé la ligne rouge dans notre cœur qui était posée par Dieu pour respecter le besoin de sécurité pour l'alliance, pour pratiquer la sexualité. Si on allait trop vite, une des conséquences, c'est que le désir disparaît. Du côté comme chez la femme comme ça disparaît chez la femme. Chez la femme seulement. C'est la femme seulement. Okay. Mais disons que dans la loi naturelle que Dieu a créée, une des 3 conséquences, c'est que le désir sexuel disparaît chez la femme. Donc si on est allé trop vite avant le mariage, on pouvait plus attendre. Boum, on se retrouve avec plus de désir après. Donc demander pardon, reconstruire la ligne rouge, reconstruire l'amitié. On en a fait des émissions avec toi, Annabelle, sur ce thème-là. Reconstruire l'amitié, reconstruire la ligne rouge va aider. Ensuite, il y a aussi le quotidien, en fait, qui, si on n'entretient pas la sexualité, on devient 2 colocataires. Et la sexualité, des fois, quand on dit ça se programme, les gens disent « Oh, tu tues l'amour ». Non, ça se programme parce que comme ça, on est sûr que ça se pratique. Et l'appétit vient en mangeant, c'est vrai. Plus on pratique la sexualité, plus on a envie. Et puis, quand on est une femme et qu'on a le ménage, le travail, peut-être les enfants, le quotidien, le mari qui n'a pas dit bonjour de la bonne façon ou qui n'a pas mis ses chaussettes au bon endroit, qui nous a agacés dans la journée et vice-versa, en fait, le chemin du désir s'éteint. Il va falloir qu'on l'entretienne, qu'on le retrouve dans sa tête. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de mon mari ? Ça peut être qu'il fasse la vaisselle, ça peut être qu'il me demande comment je vais, ça peut être qu'il m'envoie un petit mot doux dans la journée. Et en fait, on a besoin de travailler ce chemin dans notre tête et puis de s'allumer la machine, en fait. Il faut retrouver l'organe sexuel le plus gros, c'est le cerveau. Et donc, ça commence ici. Quand quelqu'un dit « il n'y a plus de sexualité dans mon couple », il faut revenir au démarrage. Est-ce qu'on est allé trop vite ? On demande pardon à Dieu, on reconstruit. Et ensuite, on a besoin de ramener l'importance de la sexualité. Et combien de temps ça prend à rallumer la machine ? Est-ce que c'est quelques heures, quelques jours ? Alors, des fois, il faut aller un petit peu guérir. Peut-être qu'il y a besoin de pardon avec le conjoint. Donc, il y a peut-être un petit travail en amont. Mais ensuite, c'est une question de quelques heures dans la tête. Si je réfléchis à mon mari, un bon conseil, c'est de réfléchir au moment où tu as eu très envie de lui. Il y a bien eu un moment, avant ou après le mariage, où tu as eu envie de lui. Réfléchis, qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce qui s'était passé dans ton corps ? Déjà, tu te sentais peut-être bien dans ton corps. Mais des fois, il faut prendre une douche et puis enlever les poils des jambes ou se faire un masque parce que du coup, on se sent mieux. Et puis, il faut peut-être communiquer à son conjoint, à son mari, de quoi j'ai besoin pour avoir envie de toi. Peut-être que j'ai besoin que tu te déshabilles devant moi ou pas. Ou que tu t'habilles joliment plutôt que d'être en vieux t-shirt, pantalon troué, j'en sais rien. Et donc oui, ça peut prendre au démarrage quelques blessures à guérir et ensuite quelques heures. Tu prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui m'allume dans cette saison de vie ? Tu le communiques et dans la journée, tu y réfléchis. Et puis, il faut peut-être se donner la liberté de faire la sieste avec son mari si on peut ou de prévoir un quart d'heure le matin où on est moins fatigué pour connecter sexuellement. Et une question là qui n'a pas été posée, mais qui revient souvent aussi avec ça, c'est ce serait quoi le bon rythme, la bonne fréquence ? Alors, quelquefois, je pense que des femmes posent la question pour se demander est-ce que je suis dans la normalité et quelquefois aussi avec cette pensée du devoir. Tu vois, jusqu'où est-ce que je respecte ou pas c'est ça, mon devoir. Donc, il y a une nouvelle tendance aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui dit que oui, il ne faut pas imposer de minimum, c'est quand on en a envie, et puis si on n'en a pas envie, on ne le fait pas. Et puis maintenant même, ça devient contre la loi, le devoir conjugal a été supprimé. Donc, ce n'est pas une question de devoir, ce n'est pas une question de je dois,
c'est une question de protection spirituelle et d'un minimum pour rester un, en fait. Pour que nos deux corps fassent un, il faut un minimum de connexion. Je ne vais pas faire un avec mon mari si on ne se touche plus depuis des mois. Donc, juste pour donner une idée, entre 1 fois par jour à 1 fois par semaine, on est dans une norme qui va nous permettre de rester connectés. Parce qu'au niveau du corps et de la biologie, pour que dans la bouche, quand on s'embrasse, à la française, n'est-ce pas, mesdames? Ça veut dire avec la langue, mais là, vous savez toutes, parce qu'on est en francophonie, et les Américains, ils ne savent pas tous. Quand on s'embrasse tous les jours, jusqu'à 9 fois par jour, on a le même pool de bactéries dans la bouche des deux côtés. Donc, en fait, nos corps font vraiment un. Les hormones, les cycles sont régulés par la testostérone du mari. Enfin, il y a plein de choses magnifiques, on ne va pas prendre trop de temps là-dessus, mais qui font que les corps font un. Et pour que les corps fassent un, il faut qu'ils se touchent. Donc, 1 fois par jour à 1 fois par semaine. C'est une bonne idée, une bonne moyenne. Maintenant, s'il y en a toujours un des deux qui a beaucoup d'envie et l'autre un peu moins, ce qu'il faut trouver, c'est le plus petit dénominateur commun. Celui qui a plus envie. Et dans la vie, ça change. Hein. À un moment, c'est l'homme, à un moment, c'est la femme. Donc, on regarde ce qui va être le minimum vital pour fonctionner. Et puis, on essaye de s'ajuster là-dessus. Encore une fois par semaine, on peut, si on se dit, ce sera 1 fois par semaine, et puis là, cette semaine, ça va être samedi soir, dans la tête, je peux me préparer à avoir envie pour le samedi soir. C'est bénéfique pour les deux. Et tu dis, ça peut être l'homme, ça peut être la femme. Ouais. Et il y a... En tout cas, j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des femmes qui disent « j'ai plus de désir sexuel que mon mari ». Comment est-ce qu'une femme peut vivre ça? Parce qu'il peut y avoir aussi une forme de « est-ce que j'ai un problème? Est-ce que je suis complètement... c'est moi qui suis, je sais pas, impure ou je sais pas quoi ». Non, tu as tout à fait raison. Il y a un vrai shift, en fait. Pendant longtemps, c'était le mari veut tout le temps, la femme, elle veut pas. Et puis, il y a un shift parce que les hommes ont besoin de connecter émotionnellement bien plus qu'avant. En tout cas, ils l'expriment. Et s'ils ne se sentent pas respectés, ça ne veut pas dire que la femme ne le respecte pas, mais des fois, c'est... Ils travaillent partout, ils font des couples. C'est ça. Et dans le couple, si il ne se sent pas respecté parce que peut-être elle ne sait pas ce qui fait le sentir respecté, tout le monde connaît l'histoire, mais si quand Eric vide le lave-vaisselle, il se sent respecté et aimé quand je le célèbre parce qu'il a vidé le lave-vaisselle, avant qu'il me le dise, je ne pouvais pas deviner que vider le lave-vaisselle, ça déclenchait un truc comme ça chez lui. Donc, ce genre de communication est importante, mais c'est vrai qu'il y a un shift. Et je dis la même chose aux messieurs. L'appétit vient en mangeant, monsieur. Et chez l'homme, il a besoin de performer. Hein. Évidemment, il faut qu'il y ait une érection. Donc, c'est plus compliqué encore que chez la femme. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui va faire que le monsieur va avoir envie, le mari va avoir envie? Donc, on en discute, on communique ça. Et il ne faut pas que l'épouse, elle n'hésite pas à lui demander « Qu'est-ce que je peux faire pour te donner envie de moi, en fait ?» Et elle va être surprise. Ça peut être « Écoute, dis-moi un truc, dis-moi merci pour un truc que j'ai fait et que ça te semble normal, tu vois, j'ai... déneiger ta voiture ou j'ai sorti la poubelle. Ça te semble normal, mais si tu me dis merci, ça me fait du bien. Il ne faut pas hésiter à demander à son mari comment je peux faire pour que tu te sentes valorisée, respectée et que tu as envie de moi. Et peut-être la femme, elle peut se sentir pas désirée. Si elle voit qu'elle a un désir plus fort puis que lui, moins. Alors, ça aussi, il faut le dire, il faut parler parce que tu peux être emmuré dans des pensées qui sont pas vraies. Alors quoi, il regarde quelqu'un d'autre, il est plus intéressé à moi. Donc, en fait, il faut parler. Hein. Oui, c'est ça. Il faut parler. J'ai besoin que si tu me désires et que tu me le dis, je me sens plus belle à tes yeux. Donc, il faut vraiment de la communication. Et trouver le plus petit dénominateur commun, quelle que soit la saison dans laquelle on est, et celui qui a le plus envie. Bon, on arrive à la question, une question qui revient très souvent. On est avec toi, les questions. On tient ici. On tient les bras dans la main. Ça te fait du bien. Tu veux quelque chose à manger, peut-être? La contraception. La contraception, ça, c'est une question qui revient souvent. Non, mais c'est parce que c'est vraiment la question qui revient Je pensais que c'était tout le l'autre temps. qui s'en vient. Je te laisse sur la pause. Alors, la contraception. Chez les chrétiens, c'est bien spécifié quand on est chrétien. Déjà, ça, c'est une histoire. Je pense que le Seigneur nous a donné la responsabilité de multiplier. Donc, on est en charge de savoir comment est-ce qu'on veut gérer ça. La contraception se discute entre le mari, la femme et peut-être le monde médical si besoin. Il faut comprendre comment ça fonctionne, toute cette histoire-là. Un bébé est fabriqué quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule. D'accord ? Oui. Pour l'instant, ça va. Tout le monde comprend ça. Donc, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, boum, il y a ces vidéos magnifiques où on voit un éclair de lumière. Moi, je crois que l'âme rentre à ce moment-là. Et il y a donc création d'un enfant. Quand on veut contraception,
on veut éviter que le spermatozoïde rencontre l'ovule. Deux moyens. Soit on empêche que l'ovule soit pondu, soit on empêche que le spermatozoïde arrive jusqu'à l'ovule. Okay. Donc déjà, il faut comprendre ça et avoir ces données-là pour pouvoir discuter avec le médecin. Je vais le faire rapidement. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questions, mais il y a déjà les méthodes naturelles où on va regarder la température, l'épaisseur de la glaire, on va apprendre à suivre son rythme, on va apprendre à connaître son corps. Donc, il y a des spécialistes, si on en avait une parmi nous, elle serait à fond pour défendre cette approche-là. Pas de problème, moi je trouve ça génial. Si tu connais bien ton corps et que ton corps est régulier. Et ton corps est régulier. Parce qu'il y a des femmes qui ovulent à chaque orgasme. Et une normalité, c'est une ovulation tous les 9 ans. Ça, c'est le plus petit. Donc, une femme qui ovule tous les 9 ans, évidemment, ça va être compliqué de tomber enceinte parce qu'il faut vraiment être là au bon moment. Mais il y a des femmes qui ovulent une fois tous les 9 ans et il y a des femmes qui ovulent à chaque orgasme. Donc, au milieu de tout ça, tu as quelques-unes qui sont hyper régulières et elles savent exactement quand elles ovulent. Celles-ci, les méthodes naturelles, ça fonctionne. Maintenant, pour chaque choix de contraception, si un bébé arrive, Seigneur, on a fait ce qu'il fallait, on accueille l'enfant, on est bien d'accord. Donc, tu as les méthodes naturelles où tu connais ton corps. Ensuite, tu as les méthodes mécaniques où tu empêches le spermatozoïde de rejoindre le corps, l'ovule fécondé, l'ovule pondu, pardon. Alors, préservatif masculin, féminin, les crèmes spermicides, etc. Le coït interrompus, où tu te retires avant l'éjaculation. C'est risqué parce que les petits liquides avant, il n'y a pas ça. C'est un petit liquide soldats qui sont là. C'est des petits soldats, donc puis c'est hyper frustrant. Donc là, je recommande pas du tout. Coït interrompus, je recommande pas. Maintenant, le préservatif. Le danger du préservatif, c'est que il n'y a pas du tout de contact en fait au niveau des liquides. C'est pas un super moyen permanent, disons. Pas un super moyen permanent, ce qu'il faut que les deux corps fassent un. J'ai oublié aussi les choses délicates pour la contraception naturelle, c'est-à-dire je connais mon corps. C'est qu'il y a des femmes qui connaissent leur corps, mais pendant quand même 15 jours du mois, elles ne vont pas vouloir avoir de relations sexuelles avec leur mari. Donc ça fait quand même des grandes fenêtres. Rien du tout, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas déclarer 15 jours ou 3 semaines parce que potentiellement il y a une ovulation là. Il faut trouver autre chose dans ces moments-là pour que en fait la contraception ne soit pas un empêcheur de connecter sexuellement. D'accord ? Donc, sinon, le préservatif féminin est une bonne option aussi. C'est comme un dôme qu'on met à l'intérieur, comme un tampon. En fait, l'idée, c'est hop, ça se déplie à l'intérieur. Bon, vous avez le côté mécanique. Puis après, vous avez les hormones. Donc, tout ce qui est pilule, implant. Donc ça, après, il faut en discuter avec son médecin. C'est le médecin qui décide avec vous. Évidemment, les hormones rajoutées, il y a des fois des corps les supportent un temps, puis les supportent plus après. Donc, à voir. Vous décidez avec votre médecin, les hormones. Si une jeune fille, je fais une petite parenthèse, a des règles très douloureuses, s'il vous plaît, mais les mamans, occupez-vous de vos jeunes filles qui ont des règles douloureuses, même s'il faut leur donner une pilule microdosée pour qu'elles n'aient pas de douleur associée. C'est bien que tu le dises. Parce que des fois, comme chrétiens, on a peur. Mais oui, elles ne vont pas tomber enceintes parce qu'elles prennent la pilule. Là, tu donnes la carte blanche pour qu'elles... Mais non, pas du tout. Bien donc, la pilule microdosée peut être un médicament contre des règles douloureuses. C'est très important de le garder ça en tête. Là, maintenant, donc, c'est un moyen de contraception qui empêche l'ovulation. Ça coupe le cycle. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a les stérilés. 2 formes de stérilés. Un qui est un stérilet en cuivre qui empêche la nidation. Donc, ding, non, mesdames. Le stérilet en cuivre va empêcher la nidation. Donc, vous avez l'ovule fécondé qui va voyager dans les trompes, etc., puis qui va arriver dans l'utérus et ne va pas réussir à s'implanter. Donc, il va y avoir un avortement, une fausse couche qui va être créée par le stérilet en cuivre. Okay. Donc, vous risquez d'avoir beaucoup de bébés au ciel avec mes filles. Donc, et les stérilés avec les hormones ? Alors, un stérilet avec les hormones que... je préfère appeler dispositif intra-utérin, DIU, parce que justement, ce sont 2 fonctionnements différents. Et donc là, ça a la forme d'un stérilet, mais il y a un petit réservoir d'hormones qui va diffuser les hormones en micro doses parce que c'est localisé. Et celui-ci empêche l'ovulation. Bien entendu, les médecins et les gens qui vont être contre cette méthode vont dire « Ouais, ça empêche aussi la nidation. » OK. Mais normalement, ça empêche
l'ovulation. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y aura pas de nidification. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de nidification. Et puis, ensuite, il y a la contraception. Donc ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Pour les femmes aussi qui souffrent d'endométriose, de problèmes de kystes, SOPK. SOPK. Mais oui, c'est une très bonne idée parce que ça coupe le cycle. L'avantage du DIU, dispositif intra-utérin, c'est que normalement, ça arrête le cycle. Donc, tu n'as plus de règles, tu n'as plus de douleur. Les femmes, elles sont plus tordues en deux dans toute la période de leur vie où elles ne veulent pas avoir d'enfants. Donc, quand même, tu relaxes au niveau de ta sexualité, de ta féminité. Donc, je ne comprends pas que les médecins ne le proposent pas plus, en fait. Je suis toujours surprise de voir des femmes pliées en deux tous les mois. Mais enfin, tu peux arrêter le cycle. Et certaines vont dire, mais c'est parce que j'ai peur que après, quand je veux avoir des enfants, que ça aura un impact. Non, tu l'enlèves. Le dispositif intra-utérin, tu l'enlèves. Le mois suivant, le cycle redémarre. Normalement, en général. Donc non, c'est vraiment juste un moment pour un temps, le temps où tu as ce dispositif à l'intérieur de toi, ça coupe ton cycle. Mais tu l'enlèves, les hormones se rééquilibrent, ça redémarre. Mais bon, les femmes qui souffrent d'endométriose et de SOPK, elles ont d'autres défis par rapport aux grossesses de toute façon. Puis ensuite, il y a la ligature des trompes ou la vasectomie. Donc là, c'est quand on a déjà construit sa famille. Ligature des trompes. Ça, c'était une des questions, ligature des trompes. Allons-y. Donc, oui, quand est-ce qu'on a déjà... On sait que notre famille est complète. C'est aussi, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas mauvais? Je pense que la question, c'était... c'est péché. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un péché? Parce que est-ce qu'on va contre la souveraineté de Dieu, tu vois, à ce moment-là? Il y a un moment donné... La pilule, il y a un moment donné, si on a choisi la contraception et qu'on n'a pas choisi la méthode naturelle ou de rien faire, ça, chacun respecte. On respecte le choix de chacun. Quand on pense que on a le sentiment que notre famille est complète, on le sait. À un moment donné, on regarde à table et on se dit notre famille est complète. C'est une conversation à avoir avec le mari et avec Dieu. Quand on sent que notre famille est complète, choisir une contraception plus définitive n'est pas un péché. C'est exactement dans la même ligne que on a décidé avant qu'on avait envie de choisir une contraception. De toute façon, les femmes qui choisissent pas de contraception, quand elles ont peur de tomber enceinte, elles vont à l'acte sexuel avec beaucoup de stress, etc. Donc, elles peuvent pas être libres dans leur tête. Donc, c'est pas un péché, c'est juste être responsable et prendre en charge la construction de la famille, ce que je crois Dieu nous a confié. J'encourage le mari à faire la décision et à faire la vasectomie quand la famille est complète, parce que la femme, elle a déjà eu les règles, les grossesses, les accouchements, la contraception tout au long. Tu fais le quick, ça prend 15 minutes. S'il y avait des hommes là sur le plateau, ils hurleraient. Mais ça prend 15 minutes, ça fait un petit peu mal, tu mets un peu de glace, mais c'est rien. Mais c'est quand même plus simple qu'une ligature des trompes, bien sûr. C'est quand même beaucoup plus simple. Ouais. En cabinet, tu fais 2 petits trous, tu sors les petits tubes, tu les coupes, tu les remets. Après ça, c'est quelques heures sur un petit sac de poids. C'est tout. Voilà, c'est tout, messieurs. C'est tout. Mais c'est déjà énorme pour eux. Non, mais une ligature c'est comme un rhume. C'est exactement. Notre premier complexe. dimanche au Québec, donc ça fait 15 ans à peu près qu'on est arrivé. Premier dimanche, on était à un pique-nique d'église. Et là, il y a des hommes qui parlaient de leur vasectomie. C'est normal, ils en parlent comme ça, les Américains. Mais nous, avec jamais... Je me dis, mais en fait, si ça se trouve, je ne sais pas ce que ça veut dire finalement, parce que j'avais un doute. Je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent en parler aussi parce que c'est librement? très naturel. Et en fait, c'est ça que j'ai découvert au Québec. C'est hyper répandu. Puis c'est normal, un homme va le dire à un autre. En France, je me suis dit, j'ai jamais entendu un homme en parler. Et je me suis dit, je pense qu'il y en a qui le font, mais ils vont jamais le dire. Presque pas. C'est la première fois que j'ai essayé le cours d'éthique. Je pense que tu étais là, Sandra. J'avais commencé avec la question, la vasectomie, messieurs, c'est... j'avais choqué. Il y avait, je ne donnerai pas les noms ici, mais les étrangers français, maintenant connus internationalement, étaient choqués. Ceux qui chantent ou ceux qui... S'il y a des messieurs qui écoutent, la quantité de sperme ne diminue pas. Pas du tout. Ça empêche juste le spermatozoïde qui vient de l'épididyme de venir, le petit canal qui vient de l'épididyme est bloqué, donc les spermatozoïdes ne rentrent pas dans le sperme. Ça n'enlève rien à leur virilité, à leur masculinité, à leur testostérone, à la quantité de sperme et à l'efficacité de leurs érections. Voilà, messieurs. Juste parce qu'il y avait une autre question, et tu en as parlé rapidement dans les moyens de contraception. L'éjaculation en dehors de la femme est-elle considérée comme un péché? Alors, là, je pense que la personne qui te pose la question fait référence au péché d'Aman. C'est ça, Aman. Onan. Péché d'Onan.
Ouais, quand c'était... oui, Voilà, c'est Onan. ça, Voilà, oui, en français, on dit Onan. Ouais. Péché d'Onan. Oh my God, t'as raison, tu vas Mais penser c'est à ça. Oui, t'as raison. Mais en fait, là, c'est le péché de cet homme-là, c'est qu'il a refusé de donner une Donner descendance bien sûr. à son frère décédé. Donc, on n'a pas Pas du tout le même contexte, là. le même contexte. Donc, il y a des gens qui utilisent ça pour la masturbation ou l'éjaculation coït interrompus. Là, il a choisi le coït interrompus parce qu'il ne voulait pas donner de descendance. Et le péché, ce n'était pas l'éjaculation en dehors du corps, c'était le fait de ne pas vouloir donner de descendance. Maintenant, cette question, elle peut vouloir dire aussi, donc si je risque pas de tomber enceinte, est-ce que je pêche parce que je pratique le sexe en dehors du mariage? Ben oui, si tu pratiques le sexe en dehors du mariage, tu es en dehors du plan de Dieu pour le couple. La sexualité, elle est prévue par Dieu entre un mari et sa femme. Les deux sont d'accord et pour le plaisir de l'autre. Donc, éjaculer en dehors, tout dépend ce qu'il y a derrière, tu comprends? Ouais. Si c'est pour un moyen de contraception, c'est pas idéal, c'est pas très sécure, parce qu'en fait, tu peux tomber enceinte quand même. Si c'est une excuse pour dire, comme je peux pas tomber enceinte, je peux faire ce que je veux, et je suis pas dans le péché parce que je suis pas mariée, ben non, là, tu es dans le péché si t'es pas mariée. Dernière question, Rachel. On a réussi à aller au bout des questions. Pas mal. Comment gérer les profonds et lourds bouleversements mentaux et physiques de la préménopause? Tu sens que c'est lourd, là. Voilà. Mentaux et profonds et lourds bouleversements. Alors, c'est très bien qu'on en parle. La périménopause, la ménopause, on n'en parle pas assez de nos jours. Et pourtant, effectivement, c'est des lourds bouleversements, plus ou moins intenses selon la femme. Et puis, ça dure... donc, la ménopause, ça dure une journée, déclarée le premier jour des dernières règles. Mais en fait, on met 1 an à le déclarer. Donc, c'est n'importe quoi, notre façon Sans d'aborder règle, ça. ouais, c'est ça. Il faut 1 an sans règles pour qu'on te dise en ménopause. Mais la ménopause, elle démarre le premier jour des dernières règles. Tu le sais qu'1 an après. Et en fait... Parce que ça peut redémarrer. Oui, c'est ça. Parce que dans la périménopause, tu as des cycles qui deviennent irréguliers et puis tu as des fois des trous de 2 mois, 3 mois. Tu te dis, je suis enceinte. On va tout faire le test. Est-ce que je suis enceinte? Non, c'est ça la périménopause. Mais comme nos hormones chutent, eh bien, effectivement, la peau tombe, l'humeur devient compliquée. Non, c'est compliqué. Hein. Ne vous rigolez, non, mais... Non, je rigole pas. Rachel, elle avait fait peur. Elle dit, tu prends un coup de vieux quasiment du jour au lendemain. La paupière tombe encore. Les cheveux tombent. Le poids tu fais tout ce qu'il faut, tu grossis. Le cerveau s'embrume. Ouais, puis souvent, ça tombe dans une saison où le nid vide, tu vois, c'est des saisons de vie où tout est mélangé. Tout physiologique, mais aussi dans ta vie personnelle. C'est une réalité. Ah non, c'est... Et Moi, je dis ça parce que je l'ai lu, hein. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je disais au Seigneur, quand même, tu vois, on galère toute notre vie. Et là aussi. Donc, en fait, il va falloir qu'on arrive à l'aborder différemment et à trouver le côté positif. Et il faut se faire accompagner. Alors là, les dames qui se battent, qui se débattent toutes seules, mais non. Tu vas voir un médecin, tu vas voir un diététicien, tu vas voir un coach physique. Et tu mets de ton côté toutes les cartes pour pouvoir trouver une nouvelle façon de fonctionner. De nos jours, merci Seigneur. Mais de toute façon, il y a des plantes, il y a de l'hormonothérapie. On n'est pas obligé de prendre des médicaments. Il y a des choses bio-identiques à ce que l'on a. Les hormones bio-identiques. Merci, en français. Bio-identical en anglais. Les hormones, dis-le, bio-identiques. Qui vont... Et les plantes, il y a plein de façons de trouver un équilibre et de retrouver une autre saison épanouissante. Et puis, il faut aussi accepter la nouvelle image de son corps. Exact. Parce qu'on ne rentrera pas dans nos habits de 20 ans, je suis désolée. Je vais juste demander en termes d'âge, parce qu'on se dit, mais je sais que la périménopause, ça peut commencer plus jeune qu'on ne le pense. C'est quoi à peu près les tranches d'âge? Sur le papier. Je parle pas pour moi. Sur le papier, c'est 45-55. C'est sur le papier. C'est ça. Mais en fait, en vrai, il y a des femmes qui commencent à 30 ans. Il y a des femmes à qui on doit enlever l'utérus à cause de kystes. Ah ouais, c'est dur. Mais donc à 30 ans, les ovaires, t'enlèves les ovaires, t'enlèves l'utérus à cause d'endométriose, etc. Donc t'es ménopausée à 30 ans. Ma mère a été ménopausée à 26 ans. Parce qu'ils ont dû te faire une hystérectomie. Mais c'était pas une préménopause ou une ménopause naturelle. Non, mais il y en a qui sont ménopausées tôt, en fait, aussi. Quand tu as épuisé ton stock d'ovules, tu deviens ménopausée. Les ovaires arrêtent de fonctionner. Et puis, il y a des femmes qui naissent avec beaucoup de réserve d'autres avec moins. Et c'est tout. Donc, en fait, dès que tu commences à sentir qu'est-ce qui se passe, il y a un truc qui n'est pas normal. Dès que tu te dis, je ne suis plus moi-même,
tu vas consulter. Pas juste une journée, mais sur une période. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on peut le dire avec une prise de sang aussi. Ils peuvent mesurer la base d'estrogène. Mais la prise de sang, elle prend longtemps à démontrer. À démontrer. Tu peux avoir les symptômes. C'est normal. C'est normal. Non, c'est pas normal. Je sais bien que je suis pas normale. Non, tout est normal. Non, je suis bien. Tu te bases sur ce que tu ressens. Et au bout d'un moment, la prise de sang va le confirmer, mais ça peut prendre du temps. 4 ou 5 ans avant que la prise de sang. 4 ou 5 ans. Non, mais vous rigolez. Mais c'est vrai qu'il y a une période aussi que vraiment des fois, tu dis, ben non, mais il faut comme faire face à la réalité puis de dire, j'aurai pas le corps de 20 ans. Puis c'est correct. Il faut accepter cette nouvelle réalité. Une fois que je fais tout ce que j'ai pour après ça, c'est une nouvelle réalité. Oui, la vie, c'est une nouvelle réalité parce qu'il y a quand même encore beaucoup d'années après. Bien sûr, si on vit avec une impression, je suis fanée, c'est la fin. Les femmes ménopausées peuvent avoir beaucoup plus d'orgasmes, on leur a dit une fois, d'orgasmes que les femmes, parce qu'elles n'ont plus le stress de tomber enceinte, elles redécouvrent leur corps autrement. Donc, une fois que tu as réussi à t'adapter à cette nouvelle saison de vie, tu peux redécouvrir une sexualité avec ton mari, évidemment, qui va être très épanouissante. Merci beaucoup, Rachel, pour toutes ces réponses et ces bonnes réponses. Merci à vous. Et on va se retrouver mercredi et Eric va venir nous rejoindre. Alors, on en a parlé rapidement, mais oui, bien sûr, il y a toujours le livre de Rachel, Oura pour le VGG, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et vous avez aussi le site d'Eric et Rachel, ericracheldufour.com, où vous retrouverez plein de ressources, plein d'outils, des articles, des vidéos, etc., qui répondent à beaucoup de questions sur la sexualité, sur la famille, sur le couple. Alors, n'hésitez pas à aller chercher ces ressources, à vous éduquer, parce qu'ils ont pris le temps de pouvoir le faire. Et je crois que c'est aussi le ministère que Dieu vous a donné. Alors, merci de parler dans la francophonie et de venir à chaque fois nous enseigner et nous mettre des mots sur des réalités que quelquefois dans le monde chrétien, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas ou on n'ose pas en parler. Mais merci beaucoup de l'avoir fait, Rachel, encore une fois. Oui, toujours aussi intéressant. À mercredi. Bye bye. Et la famille MCI, on est toujours dans les locaux de MCI, mais je voulais que vous voyez ça, c'est vraiment exceptionnel, vous allez voir. Ça, c'est toute une salle où on travaille, on fait plein de choses ici, des réunions importantes ont eu lieu ici, des moments de prière, on fait tout. Mais je voulais que vous voyez ça. Est-ce que vous avez vu derrière moi? Là, derrière, c'est écrit la 8000. Pourquoi 8000? Nous avons pris l'habitude de baptiser nos salles des réunions, nos salles de rencontres comme ça, aussi au nom des campagnes qui ont eu lieu ici. Lorsque nous avons fait la campagne de 8000 partenaires mensuels, ça fait un grand boost à cette œuvre. Ces partenaires sont restés depuis des années à continuer à soutenir cette œuvre. J'aimerais vraiment dire merci. Regardez, nous, on garde des souvenirs ici. On n'oublie jamais que vous avez été avec nous sur le parcours. Et vos dons, c'est que ça fait vraiment de la différence. C'est une façon de dire merci à Dieu, mais une façon de dire merci à chacun d'entre vous. Vous avez été 8000, cette fois-ci 20 000. Et chaque fois que chacun de vous fait quelque chose, ça nous touche sincèrement du fond du cœur. Cette œuvre évolue avec vos dons, avec vos efforts. À vous tous les partenaires, merci beaucoup. Et très bonne journée. Dieu vous bénisse. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.